La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce 10 février 2025, dont voici les titres. Refonte des textes régissant le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a procédé ce lundi à l'installation du comité de pilotage, un comité qui dispose d'un délai d'1 mois pour revenir avec de nouveaux tests à présenter au ministre Khadija Gaye. Les détails dans ce journal. Litige foncier entre la commune de Tivaouane Peulh et celle de Keur Massar. Elle concerne une zone stratégique allant du croisement Tivaouane Peulh et à l'APIX. Une coordination des collectifs de la commune de Tivaouane Peulh Niaga demande l'arbitrage des nouvelles autorités et leur face-à-face à la presse dans ce journal. Le taux de chômage ne risque-t-il pas de connaître une hausse au Sénégal? L'économiste Maïssa Babou répond par l'affirmatif, évoquant les conséquences de la fermeture des bases militaires françaises à Dakar ainsi que le gel de l'aide américaine. Il invite l'État à intervenir. Sa position prise au téléphone de Ndella Diaye. Ce sera dans ce journal que nous allons développer juste après ceci. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mme Khadija Gaye, a procédé ce lundi à l'installation officielle du comité de pilotage du Conseil national de la jeunesse, une structure qui a la lourde tâche d'opérer un toilettage de ce texte, et ce, dans un délai d'1 mois. À cet effet, écoutons le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khadija Gaye, au micro de Mansour Diassé. L'État du Sénégal a délivré un récépissé de reconnaissance au CNJS en novembre 1994, conformément au décret 76-040 du 16 janvier 1976 fixant les obligations particulières auxquelles sont soumises les associations à but d'éducation populaire et sportive ainsi que les associations à caractère culturel. Pour rappel, cette mesure avait en même temps exclu des segments importants, à savoir le mouvement étudiant, la jeunesse des partis politiques, les mouvements de jeunesse d'obédience religieuse, les organisations de jeunes vivant avec un handicap et les jeunes syndicalistes. Ce n'est qu'en mars 2000 que les pouvoirs publics ont réintégré l'ensemble de ces composantes au sein du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, faisant de ces structures une plateforme unique regroupant toutes les formes d'expression juvénile. Les difficultés liées à la lourdeur de la gouvernance d'une telle structure ont conduit à un diagnostic organisationnel du CNJS en 2023 avec l'accompagnement du programme d'appui à la société civile sénégalaise. Et ce diagnostic avait abouti à des constats et limites objectifs dont les plus essentiels sont le cadre juridique à caractère associatif inadapté, faisant du CNJS une fédération des associations de jeunesse du Sénégal, la lourdeur du modèle organisationnel favorisant la léthargie de la quasi-totalité de ses démembrements, la faible fiabilité du mode électoral qui ne garantit pas forcément la représentativité des élus aux yeux des jeunes qui sont censés représenter. Mesdames et messieurs, au regard de toutes ces limites et en application des très hautes instructions reçues des plus hautes autorités, je déclare officiellement installé le comité de pilotage chargé de conduire la réforme du CNJ. La coordination du collectif de la commune de Tivaouane Peulh Niaga a tenu une conférence de presse ce dimanche pour dénoncer ce qu'elle qualifie de violation flagrante de ses frontières par la mairie de Keur Massar Nord. Au cœur du litige, une zone stratégique s'étendant du croisement de Tivaouane Peulh à celui de l'APIX, revendiqué par les deux communes. Face au silence des autorités locales, la coordination appelle les nouvelles autorités étatiques à Djoubel Djoubanti, Hassan Badjan, membre du collectif que nous écoutons. Aujourd'hui pour exprimer notre profond mécontentement envers le maire de la commune de Keur Massar Nord, Adama Sarr, dont les actions dépassent les limites de sa juridiction. En effet, le cœur de notre problème réside dans la zone s'étendant du croisement de Tivaouane Peulh jusqu'au croisement de Apix. Le maire Adama Sarr affirme que cette zone appartient à sa commune, ce qui est totalement faux. Parce que
le décret numéro 2021-687 du 28 mai 2021 portant création du département de Keur Massar et le décret numéro 2021-688 portant cession de la commune de Keur Massar ne mentionne aucun transfert d'une portion de la commune de Tivaouane Peulh Niague vers Keur Massar Nord. De surcroît, il n'a jamais été question d'une quelconque imputation d'une partie du territoire communal de Tivaouane Peulh Niague. Et depuis lors, nous n'avons pas baissé les bras, réclamant ce qui revient de plein droit à notre commune. Malgré toutes les interpellations faites aux autorités compétentes, maires, préfets, sous-préfets, aucune d'elles n'a pu fournir de documents contradisant ce que nous sommes en train d'avancer. La preuve, nous sommes aujourd'hui à notre 4e rencontre avec la presse concernant cette affaire. En plus, Keur Massar est habitué de tels agissements sur des conflits fonciers. Il avait fait avec le maire de Mbao sur le forêt classée et celle de Malika sur la VDN. Et donc, cette fois-ci aussi, s'il est à Tivaouane Peulh, c'est toujours dans une dynamique d'élargir son territoire injustement. Parce que ces temps-ci, le maire Adama Sarr est revenu à la charge d'abord, à travers ses services collectés des fonds sur les commerçants s'établissant dans cette zone. Ce que nous disons comme un acte de provocation. Voilà pourquoi nous lui demandons, comme il peut demander de l'argent, comment peut-il demander de l'argent à des commerçants stationnés au croisement Apix, une zone qui n'appartient pas à son territoire. Et ensuite, malgré le paiement des taxes des commerçants, cela ne l'a pas empêché aussi de les déguerpir. Les habitants de Kandéry, également quartier situé dans la commune de Tamba, se sont mobilisés pour dénoncer l'octroi de 20 hectares à un seul promoteur privé. Ces populations qui ne comptent que sur l'agriculture veulent la restitution de leurs terres et déclarent que la délibération du maire de Neteboulou est illégale. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure si les autorités ne réagissent pas face à cette situation. Mohamed Balayera s'est exprimé, ou plutôt Nourou Keita en leur nom. Suivons-le au micro de notre correspondant à Tambacounda, Amadou Diallo. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer un fait. Quel est ce fait? C'est notre délégué qui nous a convoqués en réunion 11 jours, c'est lui. Donc, il y avait un certain monsieur qui est venu avec sa délibération, disant que voilà, il doit avoir ici 20 hectares. Donc de l'autre côté c'est 10 hectares, derrière nous ici c'est 10 hectares. Et ce que nous dénonçons, parce que nous ne vivons que d'agriculture ici à Kandéry. Nous sommes des cultivateurs. Et avant la décentralisation, Kandéry faisait partie de l'arrondissement de Koussanar. Et après la décentralisation maintenant, Kandéry fait partie de la commune. La commune de Tamba, Kandéry fait partie de la commune de Tamba. Et géographiquement, ils disent que ça fait partie de la commune de Neteboulou. Et ce qui justifie la signature du maire de Neteboulou. Donc alors que nous ne vivons que d'agriculture. Regardez, tous ceux qui sont derrière nous, c'est des paysans, c'est des agriculteurs. Donc c'est ça que nous dénonçons. Nous voulons qu'ils nous restituent notre terre. Imagine, ils sont venus en bon jour pour nous présenter une délibération là où ils ont écrit 10 hectares. Donc on ne savait même pas d'où venait la délibération avec faire sur des mensonges. En plus, ils essaient de nous porter plainte. Donc avant-hier, nos parents étaient au niveau de la DESCOS. 6 parents ont été convoqués là-bas. En tout cas, nous sommes là. Par exemple, je lance un appel au niveau des autorités régionales et étatiques. Voilà, parce qu'il faut qu'ils interviennent, sinon il y aura mort d'homme. Un jour, ils avaient amené des engins ici pour ratisser ici. Voilà. Donc, nous voulons qu'ils nous restituent nos terres. Nous voulons que l'État intervienne le plus rapidement possible. Politique à présent, l'opposition franchit une nouvelle étape dans sa mobilisation contre les politiques du gouvernement en annonçant ce dimanche la création du Front pour la défense de la démocratie et de la République, une coalition qui réunit plusieurs formations politiques qui entend peser de tout son poids dans le débat national et organiser une riposte coordonnée aux décisions du régime en place. Écoutons Anta Babakar Ngom qui s'est exprimé au nom de l'opposition dans ce journal. Les raisons majeures fondent notre engagement à nous mobiliser pour défendre notre République, dont les valeurs fondamentales se trouvent gravement menacées par les agissements du pouvoir PASTEF. C'est pourquoi nous décidons de constituer
une alliance dénommée Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR. La vocation du FDR est de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation en vue de donner forme et contenu à la résistance du peuple sénégalais contre les politiques néfastes du pouvoir PASTEF. Le FDR engagera dans les prochaines semaines des actions décisives autour des exigences suivantes. D'abord, défense des libertés et des droits démocratiques, notamment la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et la fin des persécutions contre les opposants, les journalistes et les voix critiques. Le respect effectif des droits constitutionnels, en particulier la liberté de manifestation pacifique et la liberté d'expression. Deuxièmement, gestion démocratique du processus électoral et notamment l'ouverture immédiate de concertations politiques autour de l'évaluation des élections présidentielles et législatives et la revue du code électoral, la révision concertée de la législation sur les partis politiques, respectant le pluralisme et l'ensemble des garanties offertes par la Constitution. Troisième point, solidarité avec les populations en lutte. Le FDR apportera un soutien actif à l'ensemble des luttes engagées par les forces vives pour défendre leurs droits sociaux et économiques contre les agressions du pouvoir PASTEF. Justement, lors du lancement de ce nouveau front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR, le leader de Taxawu au Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, a profité de cette occasion pour parler de la situation politique et sociale du Sénégal. Selon lui, le changement promis par le nouveau régime est tant attendu par les Sénégalais et comme une utopie, car jusque-là, rien n'a changé, suivant ses propos au micro de notre reporter sur place. Quand j'entendais de la bouche des nouveaux tenants du pouvoir une rupture systémique, j'y croyais beaucoup. Mais vraiment, depuis qu'ils sont à la tête du pays, qu'est-ce qu'on entend? Audit, convocation, emprisonnement. Depuis qu'ils sont là, c'est ce qu'ils font. Donc il est temps pour l'opposition, pour qu'on se rassemble. Et on doit investir aussi la scène médiatique pour avertir les Sénégalais. Puisque ces nouveaux tenants du pouvoir, ils ne nous mènent pas sur le bon chemin. C'est à nous de se lever, de leur dire basta, c'est assez. Il est temps que l'opposition anime le débat contre elle. Toujours à propos de ce lancement du Front pour la défense de la démocratie et de la République, un front donc qui regroupe 73 formations politiques et dénonce l'incapacité du gouvernement à répondre aux attentes des Sénégalais. Pour l'analyste politique Mamadou Sy Albert, l'attelage est très hétéroclite et regroupe en son sein d'anciens alliés de l'APR, un fait qui pourrait ne pas être du goût des Sénégalais. Il s'est entretenu au téléphone avec Mama Wassal. Pour la défense de la démocratie et de la République, il y a plusieurs partis, on parle de plus de 70 partis et mouvements. Il y a les anciens adversaires de l'APR, il y a l'APR, il y a les alliés de l'APR, il y a d'autres mouvements aussi, de nouveaux mouvements. Donc c'est un front très, très large qui regroupe quantitativement plusieurs acteurs. Maintenant, du point de vue de l'analyse politique, c'est un front qui est hétéroclite. Il est composé par des adversaires d'hier, entre l'APR et beaucoup de partis qui ont combattu l'APR pendant 12 ans. Un problème d'identité politique. Il y a également les trajectoires. Comment faire passer le message aujourd'hui de ce front? Quand on sait qu'ils se sont opposés à l'APR, un nouveau pouvoir avec lequel ils ont partagé un idéal, une démarche, des luttes communes. Comment ce discours radical contre l'ancien compagnon de route va passer au niveau de l'opinion? Ça va être très difficile
Maintenant, pour l'APR aussi, ça va être extrêmement difficile que l'APR puisse avoir une influence importante au niveau de ce front. Parce que là, aucun de ces partis n'a eu des résultats satisfaisants à la présidentielle et au législatif. Donc la lutte va être très difficile pour ce front pour diverses raisons. Fermeture des bases militaires françaises à Dakar, gel de l'aide américaine avec la cessation des activités de l'USAID au Sénégal et les déflatés du port autonome de Dakar. Tout ceci pourrait gonfler le rang des chômeurs dans ce pays si l'État n'intervient pas. La consommation locale risquerait également d'en pâtir car certains travailleurs n'auront plus de salaire. C'est du moins l'avis de l'économiste Maïssa Babou, joint au téléphone par Delanjay. Entre les déflatés du port, du ministère de la Santé, du CROUS de Kaolack et même de l'armée française qui va quitter, et on aura effectivement une masse de chômeurs si l'État n'essaie pas de recadrer tout cela. Et l'impact négatif sera que pour des centaines de travailleurs qui n'auront plus de salaire, c'est justement la consommation locale qui sera impactée négativement. C'est extrêmement dangereux et très mauvais pour une économie qui est déjà en mal de croissance. Et donc, quelque part, il y a à redouter quand même un front social assez rude. Mais aussi, il faut comprendre que l'économie sera malheureusement le parent pauvre de ces déflations. Le samedi après-midi, le rapport alternatif sur l'Afrique a organisé la cérémonie de lancement et de dédicace de son nouvel ouvrage intitulé « Nouvelle vision pour une transformation du Sénégal, le levier stratégique de rupture ». Réunissant 17 auteurs, ce livre se veut une contribution significative au débat sur la reconstruction du pays, une initiative motivée par l'amour du Sénégal, propos recueillis par Ali Mangassa. Oui, les objectifs de cette rencontre sont principalement c'était de faire connaître au grand public l'ouvrage que le RASA a produit en collaboration avec la maison Harmattan Sénégal. Et c'est un ouvrage qui est une sorte de contribution que le RASA, qui est une initiative, donc un think tank constitué de cadres, d'intellectuels, de penseurs sénégalais, qui ont décidé à partir après l'élection du président de la République, qui avait annoncé l'élaboration d'un nouveau document de référence pour les politiques publiques au Sénégal. Donc nous avons décidé de contribuer à cet élan de réflexion stratégique, et c'est de là qu'est né cet ouvrage. Ils sont plusieurs thèmes, on peut les résumer en 7 thématiques, dont par exemple la souveraineté dont vous avez parlé, la gouvernance. Mais je voudrais juste préciser que le concept de souveraineté, on le retrouve partout dans les 21 chapitres. Sur la gouvernance également, on peut les retrouver dans plusieurs chapitres, mais principalement dans le premier chapitre développé par notre collègue Eliman Khan, qui a travaillé en profondeur sur un appel à une révolution constitutionnelle dans son chapitre. Au-delà de cette thématique de la gouvernance, on a également d'autres thématiques liées au capital humain, à la souveraineté numérique, monétaire, économique, mais également aux thématiques de l'environnement, de l'énergie, de l'aménagement du territoire. Et nous avons effectivement réfléchi à cela dès le départ. C'est pour cela que dès le départ, parmi les termes de référence, on avait demandé à chaque auteur de finir son chapitre par des propositions concrètes qui pourraient être utilisées par les décideurs politiques au niveau national. L'actualité internationale à présent, dans l'est de la RDC, l'armée arrête des militaires et des combattants accusés d'extraction contre les civils ce vendredi. Au Niger, les assises nationales auront lieu du 15 au 19 février prochain d'après le décret présidentiel. Et puis en Libye, 28 corps de migrants découverts près d'un centre de détention
illégale. 76 migrants originaires d'Afrique subsaharienne y ont été séquestrés. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec Aïssatou Ba. Pour l'actualité internationale, alors que sur le terrain, une accalmie a été observée dimanche 9 février au sud de Kivu en proie aux combattants entre l'armée congolaise et ses alliés opposés au M23 soutenu par le Rwanda. L'armée congolaise a encore arrêté le même jour des dizaines de ses militaires et combattants. Ils sont accusés d'avoir commis plusieurs assassinats et des pillages dans plusieurs villages du territoire de Kabar et dans la ville de Bukavu dans le sud Kivu. Selon la société civile, au moins 9 personnes ont été tuées vendredi soir, alors que des scènes de pillage ont été signalées dans plusieurs villages. Les militaires et combattants arrêtés dimanche 9 février ont été conduits directement à la prison centrale de Bukavu en attendant un procès public qui doit s'ouvrir bientôt pour la cour militaire. Ensuite, 18 mois après son arrivée au pouvoir, le général Tiani a signé ce week-end un décret convoquant des assises nationales du 15 au 19 février prochain au Niger. Pas moins de 674 délégués sélectionnés par les militaires y seront repartis en 5 commissions pour définir la feuille de route de la transition. Les seuls absents, selon les représentants des partis politiques, toujours suspendus. Au Libye, 28 corps de migrants découverts près d'un centre de détention illégale. Les corps ont été retrouvés après une opération des forces de sécurité dans ce centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains où étaient séquestrés 76 migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Une enquête a permis d'identifier l'existence d'une bande dont les membres séquestraient des migrants irréguliers, les torturaient et les soumettaient à des traitements cruels. À partir de ce lundi 10 février, Paris accueille pour 2 jours un sommet consacré à l'intelligence artificielle. Dimanche, Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement d'entreprises privées dans les prochaines années en France. Dans l'enceinte du Grand Palais, les discussions devraient tourner autour des stratégies globales concernant l'IA, notamment sur sa régulation. Des chefs d'État du monde entier sont attendus, ainsi que des stars de la tech et des startups en pagaille. Au Moyen-Orient, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié dimanche 9 février de révolutionnaire la proposition du président américain Donald Trump prévoyant un contrôle américain dans la bande de Gaza et de déplacement des Palestiniens. Dans le même temps, des pays de la région hostiles à tout déplacement forcé de Gazaouis tentent de se coordonner pour apporter une réponse commune au plan américain. Lors d'une conférence de presse donnée avant un voyage en Malaisie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé ce dimanche qu'aucune puissance ne peut forcer les habitants de Gaza à quitter leur parti. Et puis sport, ce week-end, la Fédération sénégalaise de karaté sport associée a organisé au stadium Amadou Barry de Guédiawaye la Coupe du Sénégal cadet, junior et espoir en kata et kumité. À cette occasion, les organisateurs de cette journée ont tiré un bilan satisfaisant de la journée et invitent les autorités à renforcer les moyens. Mam Awassal. Le karaté a des compétitions dans toutes les catégories. Au niveau cadet, au niveau junior, au niveau senior, hommes et dames, en kata et en comité. Donc, ces genres de championnats nous permettent non seulement de faire des détections, ensuite encadrer les jeunes pour en faire des champions de demain. De tout temps, le Sénégal a été au-dessus du karaté africain. Aujourd'hui, l'Égypte est en train de caracoler les pays maghrébins globalement au niveau mondial. C'est parce que dans ces pays, les moyens sont mis en contribution, les fédérations sont aujourd'hui agrandies, et que nous, quand on va en compétition, là où on dépasse 15 athlètes ou 16 athlètes, nous venons avec 50 ou 80 athlètes. Et malgré cela, nous avons des jeunes qui gagnent encore, connus à gagner. C'est pour dire donc à ce niveau-là, nous lançons un appel aux autorités pour que les moyens puissent être encore renforcés et de savoir que les arts martiaux constituent en tout cas des disciplines qui peuvent consacrer des médailles. À la veille des JO 2026, il faut que le chef de l'État, son excellence président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre et le ministre des Sports, en tout cas fassent tout ce qui est possible pour que la fédération sénégalaise de karaté
puissent participer effectivement au niveau des compétitions. Après le karaté football, Djibril Wade, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, et Amsatou Diouf Niang, PDG du groupe ADN, ont procédé ce lundi 10 février à une signature de partenariat, un contrat de sponsoring estimé à 20 millions de francs CFA. Suivons plus de détails dans ce compte rendu signé Amsatou Gano. Un contrat d'une valeur de 20 millions de francs CFA a été décroché par la Ligue sénégalaise avec la marque Carabao pour une durée d'1 an, un partenariat uniquement réservé pour la Coupe de la Ligue. Donc aujourd'hui, je pense que le sponsor il est bienvenu, c'est Carabao avec le groupe ADN qui sont là aujourd'hui, qui nous aident à franchir cette étape-là, au moins faire soulager les clubs. Je pense que c'est une excellente chose. Bon, c'est un contrat de 20 millions de francs, cet argent-là va être exclusivement dépensé pour la Coupe de la Ligue. L'objectif de cette collaboration est de booster le football sénégalais en sponsorisant la Coupe de la Ligue qui cette année est jouée par les U20. Et nous voulons aussi avec notre image, voilà, ensemble, pour en tout cas travailler ensemble, collaborer pour rehausser encore le niveau du football sénégalais. Et donc en soutenant cette jeunesse-là, en soutenant cette ligue-là, pour créer encore une scène d'industrie avec d'autres. Ce partenariat concerne la saison en cours, plus particulièrement la Coupe de la Ligue qui a démarré au mois de janvier et qui prendra fin au plus tard au mois de juin. Djibril Wade espère un renouvellement de cette collaboration après la durée retenue. Bon, le partenariat pour le moment c'est pour la saison, uniquement pour la Coupe de la Ligue. Cette Coupe de la Ligue là qui a démarré au mois de janvier et qui va se terminer au plus tard au mois de juin. Donc c'est pour l'année, mais quand même ça, je pense qu'on va le renouveler et nous ferons tout au niveau de la Ligue sénégalaise de football pour les retenir et pour retenir Eliman Lam pour que l'année prochaine on signe même pour le championnat national de football du Sénégal. Cette relation autour de la Ligue va permettre au football sénégalais de faire un autre pas en avant dans la professionnalisation de cette discipline, mais aussi certainement à la Ligue d'avoir les moyens d'atteindre ses objectifs. Et puis en bref, les résultats de la 4e journée de Ligue 1 sénégalaise. Cette 4e journée marquée par les défaites du leader US Gorée et de son dauphin Jaraaf. Agel de Rufisque a créé la sensation en s'imposant à domicile 1-0 face au leader Gorée avec 28 points. Signant ainsi la 2e défaite des insulaires cette saison. Grâce à ce succès, Agel quitte la 8e et grimpe à la 5e place, reléguant Oslo FA à la 6e position. Dans un même temps, la Sonacos a fait tomber le Jaraaf 1-0, empêchant ainsi les Médinois 2e avec 25 points plus 8 de se rapprocher du leader Gorée 1er. L'US Ouakam a réalisé une belle opération en battant Teungueth FC 1-0, infligeant ainsi une première défaite à Bo Saliou Touré, le nouvel entraîneur de Teungueth FC. Le Casa Sport a signé un succès important également à l'extérieur contre Guédiawaye FC 3-2 ce samedi donc, et cette victoire permet à l'équipe de Ziguinchor de remonter à la 12e place avec 15 points, tandis que Guédiawaye FC recule à la 5e place avec 17 unités. Dans les autres rencontres, la Lanterne Rouge de Diamono Fatick 16e a tenu en échec Génération Foot 1 but partout, tandis que la Linguère a surpris Oslo FA en s'imposant à l'extérieur 1-0. En ouverture de cette journée, un peu plus tôt le vendredi, Walidane a dominé Dakar Sacré-Cœur 2-0, consolidant ainsi sa 3e place avec 24 points et à une unité de Jaraaf 2e avec 25 points. Et la journée qui s'est clôturée juste tout à l'heure par la rencontre opposant HLM Dakar à l'AS Pikine au stade municipal des HLM. La rencontre qui s'est terminée par un match nul, 1 but partout. Ce sont ces résultats qui mettent un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous est donné demain pour d'autres informations. Bonsoir et excellente suite de programmes en compagnie de GTV.